Alors, spécial crypto, vous l'avez vu? Je suis jeune. Donc, pourquoi? Parce que la crypto, c'est un monde de jeunes. Il faut être un peu dans l'IT. Disons que les banquiers, là, ils savent plus comment ça quoi faire dans ce type pour ce type de sujet. Donc, pour moi, c'est la première fois que je viens au salon du trading. Du coup, je remercie aussi XTB de nous avoir proposé d'être là, tout simplement. Moi, je m'appelle Loris, je suis fondateur et CEO de Alliance Trading. Donc, on travaille justement en partenariat avec XTB. On est le premier cabinet de consulting blockchain et crypto. On est basé en Suisse, à Lausanne. Donc, vous verrez, j'ai un petit accent peut-être. Et donc, aujourd'hui, le deal, il est assez simple. C'est qu'on va parler crypto, on va parler NFT, on va parler metaverse, mais on va également parler nouvelles technologies, data science. Donc, l'idée, c'est tout simplement de voir comment est-ce que ce marché va évoluer, qu'est-ce qu'on peut en attendre, quelles sont bien évidemment les opportunités, mais également les risques, et de voir comment on peut quantifier tout ça pour essayer de développer des stratégies d'investissement pérennes à long terme. Donc tout simplement, ce que je vous invite à faire, c'est à dégainer vos smartphones du coup, et à scanner le QR code qui se trouve à l'écran. Alors pour ceux qui ont vu ma conférence en début de journée, vous avez déjà l'habitude. Vous allez voir, c'est très sympa. Donc pourquoi est-ce qu'on va utiliser ça? C'est une conférence interactive, donc le but c'est de changer un petit peu de ce mode de présentation, et puis c'est que vous puissiez poser toutes vos questions directement avec votre smartphone, répondre, réagir. Donc soit vous scannez le QR code qui se trouve à l'écran, soit aussi ce que vous pouvez faire, c'est vous allez sur l'adresse menti.com, donc vous le tapez tout simplement dans votre navigateur, et vous tapez 41 16 24 59. Bon, alors je vois déjà qu'il y en a pas mal qui ont compris le concept des likes. Donc l'idée elle est assez simple, c'est que durant toute la présentation, je vous invite à réagir avec des likes. S'il y a des parties qui ne sont pas claires, n'hésitez pas aussi à intervenir. S'il y a des choses que vous aimez, vous le dites. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit aussi, vous pouvez le mettre. N'hésitez pas également à mettre vos commentaires juste là, et vous pouvez également poser toutes vos questions directement sur l'outil. Alors du coup, on va évaluer un petit peu, décrypter les opportunités de demain, mais également comment investir sur un marché aussi sous-évalué que celui de la blockchain, crypto, NFT, metaverse. Donc l'idée, c'est de comprendre en fait vraiment ce que ça implique, la valeur intrinsèque, notamment on va l'aborder, l'analyse on-chain. Et donc bien évidemment aussi le Web 3, qu'est-ce que le Web 1, qu'est-ce que le Web 2, mais également qu'est-ce que le Web 3 et qu'est-ce qu'on peut en attendre dans le futur. Et du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de trois concepts. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous êtes initiés ou pas, mais l'idée, c'est de rester quand même assez simple, tout en amenant quelque chose un petit peu plus technique pour ceux qui ont déjà un petit peu des bases sur le sujet. Donc, le deal était assez simple aujourd'hui, c'était de revenir sur certains concepts de base. Donc, qu'est-ce que la blockchain, qui est à l'essence même des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'est la technologie intrinsèque, mais également les NFT, non-fungible token, et la metaverse, nouveau nom de Facebook, hein, Meta. Il y a plein de choses à en dire et donc on va discuter un petit peu de tout ça. Ensuite, on va faire un petit abord de l'analyse on-chain. Alors ça peut paraître un petit peu barbare comme terme, mais vous verrez que on peut en faire pas mal de choses et qu'on peut en obtenir énormément d'informations. Ensuite, en quoi est-ce que l'analyse on-chain aide les traders et les investisseurs? Je vous donnerai également ma position. Est-ce qu'il faut faire de l'investissement long terme, plutôt du trading? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui fonctionne à mon sens ou pas? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut utiliser l'analyse on-chain? Comment est-ce que vous pouvez utiliser l'analyse on-chain dans votre vie d'investisseur pour décrypter les opportunités de demain? Et bien évidemment, le deal, c'est d'avoir une question pratique. Comment est-ce que le Web 3 en général, pas nécessairement les cryptos ou la blockchain, peut révolutionner l'industrie du luxe, l'industrie de l'aérien, des assurances, et comment aujourd'hui, ou dans le monde de demain, mais c'est plutôt très actuel, ça devient de plus en plus actuel, mais comment est-ce qu'on peut révolutionner notre mode de consommation, la façon dont on consomme, dont on dépense, et la façon dont au final on vit en fait. Alors du coup, j'avais une petite question du coup pour vous. Donc sur vos smartphones, l'idée est la petite question pour vous. Quel est votre niveau de connaissance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous connaissez
sur les cryptos du coup. Donc je vous invite à répondre via votre smartphone. Donc l'idée c'était de voir est-ce que vous êtes de niveau débutant, vous n'avez jamais investi dans les cryptos, est-ce qu'au contraire justement vous avez déjà investi mais sans grand succès, ou est-ce que vous avez déjà investi avec de l'aide extérieure? Ah, c'est clair qu'en ce moment le succès il n'est pas très grand. 27% quand jamais investi. Ah, je savais pas que j'avais des concurrents par contre. C'est intéressant parce qu'on peut voir, alors vous avez beaucoup investi, la majorité d'entre vous, vous avez déjà investi, il y en a qui n'ont jamais investi. Alors peut-être je n'ai pas posé la question, mais est-ce que les personnes du coup dans cette salle qui ont jamais investi, vous avez jamais investi dans les cryptos, mais est-ce que vous avez investi sur les marchés traditionnels aussi? Je ne sais pas. Jamais? Oui? Ok. Pas sur les cryptos, ok. Ok. Vous étiez là à la conférence d'avant. On va lier, c'est très bien parce qu'on va lier du coup les différents sujets. Donc dans ma présentation d'avant, si jamais j'expliquais l'inflation, quels étaient les impacts, quelles étaient les industries qui fonctionnaient, comment est-ce que le système financier global fonctionnait. Et du coup le deal de cette deuxième conférence, si jamais pour les personnes qui n'étaient pas là à midi, c'est de lier en fait ça avec les cryptos. Donc la crypto vient par la suite. Oui monsieur? Vous pouvez cocher, vous pouvez pas. Mais vu que c'est pas la majorité, oui, bien évidemment, mais vu que c'est pas la majorité, mais peut-être que vous avez des choses à nous apprendre alors. Parce que je suis très ouvert, hein, c'est un milieu où fallait choisir trois, j'ai choisi celle-ci. Et donc deuxième petite question, alors même question que j'ai posée à midi, mais quelles sont selon vous les compétences les plus importantes à adopter pour gagner, en fait, tout simplement, et investir sur les cryptos? Quelles sont, selon vous, les compétences les plus importantes qu'on gère son épargne activement? Est-ce que c'est maîtriser votre plateforme? Est-ce que c'est les règles essentielles en gestion des risques? Est-ce que c'est maîtriser sa plateforme d'investissement, en l'occurrence des exchanges crypto? Ou est-ce que c'est une des autres réponses? Qu'est-ce que vous considérez? Donc, je vous invite de nouveau à répondre sur votre smartphone. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la meilleure réponse, selon vous? Ah, je vois qu'il y en a qui étaient déjà là à la conférence à midi. Ils ont déjà la réponse. Intéressant. Est-ce qu'on a encore quelques réponses? Magnifique. Alors effectivement, qu'est-ce qui est important dans une stratégie d'investissement? Là, je parle en l'occurrence de façon globale et je vais revenir sur le côté crypto juste après. C'est la psychologie. Alors je me répète pour ceux qui étaient malheureusement déjà là, mais la psychologie, elle est essentielle. Pourquoi? Je vous donne mon cas pratique, hein. Moi, j'investis activement dans les cryptos. Aujourd'hui, je suis à moins 86%. Moins 86. 86, excusez-moi. 86. Je suis suisse, donc on a deux, trois différences. Mais moins 86%. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Mais ça fait partie du jeu de la crypto. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré, j'ai connu un Bitcoin à 5000. Pour ceux qui sont un peu initiés, on a acheté le Solana à 2,9 $. 2,9, ouais. Je suis toujours dedans. Donc j'ai connu 260 et je connais 40 actuellement. Mais j'ai pas coupé. Je suis un holder, ouais. Vous l'aurez compris. Holders. Effectivement, donc j'ai connu tous les stades. C'est clair que quand le Solana il était à 260, ça a changé ma vie, hein. On va pas se mentir, ça fait des gros sous. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a 40. Mais pour autant, pourquoi j'en viens et je lis ça avec la psychologie? Parce qu'en fait, mon plan de trading, c'était le suivant. C'était de dire, aujourd'hui, j'ai investi dans la crypto et la blockchain. J'ai investi, certes, j'ai choisi Solana ou Ethereum, peu importe, ou Bitcoin, peu importe le choix. J'ai pris une décision, c'est-à-dire que j'ai investi parce que je pensais que la technologie était intéressante, mais je n'ai pas fait ça pour investir sur une année.
J'ai pris cette décision parce que je crois foncièrement au fait que dans les 10 prochaines années, cette technologie va innover et changer la façon dont on vit au quotidien. Donc j'en viens à définir un plan de trading. Donc un plan de trading, c'est un plan d'investissement. Et la psychologie, elle est essentielle à ce niveau-là. Alors certes, la gestion des risques, elle l'est également, mais la psychologie, elle détermine si vous êtes capable de tenir ça ou pas. Alors, d'expérience, je vous avoue que sans mon associé, j'aurais jamais tenu mes pauses. C'est lui qui, alors lui, il a une vision très particulière. Il est malheureusement pas là aujourd'hui, mais c'est lui également qui s'occupe de toutes les analyses on-chain chez nous. Et lui, il m'a dit, mais non, mais tu dois garder absolument tes positions. C'est hyper important. Alors c'est clair que quand on était à 260, donc le Solana pour l'histoire, c'est une crypto qui vaut 2,9, c'était les concurrents directs d'Ethereum pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Ethereum, globalement, le concept de base, c'est les smart contracts, donc c'est en fait de proposer, mais peu importe, c'était une crypto. Les concurrents directs d'Ethereum, c'était Solana. On a fait notre analyse, on achète à 2,9, on monte à 100. À 100, il y a tout le monde qui coupe. Hein. Tout le monde est parti en courant parce qu'on s'est dit, ça va monter à 100, mais ça va redescendre. Bah non, ça continue. Puis après, on est revenu, et puis à 100, de nouveau, pareil, dans le sens inverse, donc ça retombe, et à 100, il y a des gens qui achètent. Bah, nous, on n'a rien fait. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça c'est de nouveau, c'est mon opinion, faire du trading sur crypto, donc faire du court terme sur crypto, franchement, vous pouvez le faire. Vous êtes suicidaire. C'est du suicide. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant sur la technologie du Web3, de la blockchain, de la crypto ? C'est vraiment en fait la valeur intrinsèque. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça en fait dans la vie de tous les jours ? Donc comment est-ce que tout simplement la blockchain elle peut se mettre par exemple dans le domaine des assurances ? Et j'en reviens après. Je spoil un peu le bout, mais je trouvais ça intéressant. Les smart contracts, donc en fait c'est une technologie qui est utilisée par Ethereum, où en fait on peut mettre un contrat et le digitaliser et l'authentifier en fait. Donc la particularité de la blockchain, je vais en venir après, c'est la sécurité. Et du coup en fait, tout simplement, ça me vient sur la question d'après, avant de spoiler la fin, c'était comment est-ce que vous réagiriez face à une perte de 85%, comme ce que j'ai vécu, de mon portefeuille crypto. Alors je vous invite à dégainer vos smartphones et à me donner la réponse. Est-ce que vous tenez votre stratégie, vous gardez le cap, ou vous renflouez vos positions, ou panique à bord ? Alors quand on dit renflouer ses positions, ça veut dire renforcer ses positions. Donc ça veut dire que vous avez acheté, par exemple, je vous prends une action pour ceux qui sont plus traditionnels, une petite seconde, vous achetez une action à 100 $, ça descend à 90 et vous essayez de moyenner le prix à la baisse en fait. Oui monsieur ? Pardon ? Ah oui. Oui, c'est 85. Enfin, 85%, pardon. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, je vous pose la question parce que ça, moi, je l'ai vécu. Donc, si demain, vous investissez dans la crypto, ça peut vous arriver. 100 000 à 15 000. Hein. Ça, la réponse, je vais vous la donner, mais j'attends juste de voir les réponses que vous avez. Alors, je vois que vous avez bien compris que le deal, c'est de garder le cap. Ça, c'est la théorie. En pratique, il faut renflouer. Mais la réalité, c'est qu'on panique tous. Et même moi. Quand vous perdez 85, vous croyez qu'il n'y a pas de fin. C'est la fin du monde. Hein. Tout s'arrête dans votre vie. Hein. Donc, effectivement. Personnellement, de prédire le crash de Luna, donc c'était la crypto qui a engendré l'inflation, les risques de récession, on fait en sorte qu'en fait, donc la crypto, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est considéré en fait qu'une classe d'actifs à risque. Donc maintenant, c'est englobé dans le système financier international. Et donc en fait, par exemple, je peux vous prendre les actions. Les actions, quand les actions baissent, l'or monte. Le franc suisse monte. L'euro, c'est particulier, ça descend. Mais disons que le principe, c'est que tout simplement, vous devez renflouer vos positions. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Maintenant, bien évidemment, vous paniquez, c'est normal. Et c'est pour ça que moi, j'en adviens au fait que vous devez être entouré, en fait. Et vous devez avoir les bonnes informations au bon moment. Maintenant, ici, je mets 85%, pardon, parce que c'est la crypto, mais sur le marché action, ça peut vous arriver aussi. Hein. Je vous prends un exemple, et je ne vais pas faire un doublon de la conférence que j'ai fait
à midi. Mais là, on est en train de parler actuellement de la faillite de Crédit Suisse. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde bancaire, c'est en gros c'est la faillite de l'ASG en France. Sauf que Crédit Suisse est encore plus gros. Et là, on est en train de vous... Donc je viens au crypto, parce que la crypto, elle a un avantage. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez conserver de la valeur numérique, conserver une valeur, un pouvoir d'achat sur une clé. Donc vous n'êtes pas dépendant du système bancaire. Alors vous me direz, ouais, mais les banques, elles ne feront jamais faillite. Bah, au Liban, il faut faire un braquage pour prendre son propre argent, si jamais. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de la faillite d'une des plus grosses banques d'investissement au monde. Et on est en train de dire qu'en fait, le problème de ces banques-là, c'est qu'en fait, les banques se prêtent de l'argent entre elles. Donc Crédit Suisse prête de l'argent à l'ASG, prête de l'argent à BNP Paribas. Donc si Crédit Suisse fait faillite, BNP fait faillite. Mais si vous faites faillite, vous tous ici dans cette salle qui avez un compte chez BNP, bah, vous ne pourrez plus retirer votre argent. Alors vous me direz peut-être que ça arrivera jamais. Nous en Suisse, c'est la particularité, on a le meilleur système bancaire au monde. Bah, tout le monde dit que ça arrivera jamais. Bah, le jour où ça arrive, vous aurez que les yeux pour pleurer. Donc moi personnellement, je ne fais pas confiance aux banques. Je ne fais pas confiance, j'en ai besoin et je travaille avec, bien évidemment, parce qu'à un certain stade, j'en ai besoin, mais il ne faut pas non plus avoir des œillères. Et aujourd'hui, ne pas avoir des œillères, ça veut dire avoir des cryptos. Alors, combien est-ce que les cryptos doivent représenter dans votre portefeuille d'investisseurs? À l'époque, c'était 2%. Enfin, maintenant, ce qu'on conseille, c'est chez un gestionnaire de fortune traditionnel, c'est 2%. Moi, je suis à 15%. Bon, j'aime bien, je suis jeune, j'aime le risque. Donc, je fais un gros pari sur l'avenir. Mais 2%, moi, quand j'étais à 2%, ils étaient à 0. Ils disaient que ça n'arriverait jamais, que le changement n'arriverait jamais. Et pour vous convaincre que la blockchain arrivera dans les prochains, enfin, elle est déjà dans notre quotidien, mais elle arrivera. Et c'est un magnifique exemple. Si vous pensez que l'État aime bien les impôts, aime bien collecter des impôts, en fait, la blockchain, c'est le meilleur moyen pour eux de collecter des impôts. Parce qu'on peut tracer, en fait, et ça c'est une particularité de la blockchain, c'est la transparence et la traçabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux pour tracer vos transactions. Donc bah, c'est simple, chaque fois que vous faites une transaction, vous avez de la TVA, mais sauf que là, elle est prélevée automatiquement. Donc il n'y a même plus de déclaration possible. On vous prend direct. Et donc, alors, moi, je n'investis pas dans la crypto pour ça, je m'investis pour me protéger contre le risque de faillite d'une banque. Mais par contre, ça, c'est une possibilité. Donc personnellement, moi je fais très confiance aux États pour être sûr qu'ils feront en sorte qu'on paiera des impôts sur quasiment tout. Ça c'est leur spécialité, donc je leur fais bien confiance pour ça. Oui monsieur ? Oui. Alors, bien sûr. Bien sûr. C'est pareil. Alors je répète juste pour la caméra, pour YouTube, le monsieur nous pose la question de savoir si Coinbase pourrait pas faire faillite comme une banque. Bah oui. C'est- Mhm. Ouais, c'est pareil qu'une banque, quoi. Mhm. Bah, c'est pour ça. Alors, c'est une excellente question. Alors, comment est-ce que, pour la caméra, pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, comment est-ce que tout simplement Coinbase, pourquoi est-ce que Coinbase limiterait les retraits? Bah, tout simplement parce qu'en fait, Coinbase, c'est une banque crypto. Binance, Coinbase, KuCoin, Bitrue, tout ça, c'est ce qu'on appelle des exchanges crypto. Donc, c'est des exchanges qui sont spécialisés, en fait, dans le courtage. En fait, comme XTB, alors certes, ils ont une offre crypto, mais ils sont surtout spécialisés sur les actions, où ils ont zéro commission, par exemple. Bah, les exchanges crypto, c'est exactement pareil, mais pour la crypto. Alors, pour revenir à votre question, bah, c'est tout le problème des exchanges crypto. C'est qu'aujourd'hui, on vous propose d'échanger de l'argent pour pas cher. Donc, vous pouvez transférer, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience de transférer 1 million d'euros à l'autre bout du monde, bah, ça coûte super cher. Bah, l'avantage avec la blockchain, c'est que ça coûte moins d'1 $. Mais par contre, pour revenir au point que vous avez soulevé, effectivement, du moment où vous avez des cryptos sur un échange, c'est un tiers de confiance. Donc eux, ils vous offrent un accès facilité aux cryptos, mais par contre, en échange, il y a effectivement un risque de défaut. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut acheter tout simplement ces cryptos en fait, sur ces échanges, et ensuite on peut les transférer sur ce qu'on appelle en fait des cold wallets. Donc des cold wallets, en fait, c'est du stockage à froid, donc en fait qui est hors ligne en fait. Donc par définition, hors ligne égale pas de risque de piratage. Oui. Alors, alors
déjà Coinbase, c'est le pire exchange que vous pouvez avoir. Enfin, sans les dénigrer, bien évidemment, mais ils font un super boulot de démocratisation de la blockchain, mais ils sont en lien direct avec les autorités de régulation américaines. Donc c'est compliqué. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup Binance et j'utilise beaucoup Bitrue aussi. Bitrue et KuCoin, c'est ce qui se fait de mieux maintenant, bien évidemment. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que vous devez mettre sur une ledger? Si vous avez des gros montants, oui. Et je parle de gros montants, 200, 300, 400 000 euros. Enfin, avant pourquoi vous n'avez pas besoin de le faire? Parce que c'est comme une banque. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent en banque, alors personne ne le fait, mais c'est ce qui devrait être fait, c'est d'avoir différents comptes bancaires. La garantie bancaire, elle est montée jusqu'à 100 000 euros. J'ai expliqué dans la conférence d'avant que cette garantie en cas de faillite des banques, elle n'aura pas lieu. Mais par contre, si vous avez, je ne sais pas, 300 000 euros, bah vous ouvrez 10 comptes bancaires et vous mettez 30 000 euros partout. Donc certes, s'il y en a une, il y en a une qui peut faire faillite, mais la probabilité que les 10 fassent faillite en même temps, elle est quand même très faible. Donc en fait, moi, c'est exactement la même chose que je fais sur mes exchanges crypto. Bah, c'est que j'ai 4 exchanges crypto différents. Donc je mets un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Maintenant, oui, ils peuvent se pirater, mais pourquoi est-ce que c'est bon de les garder sur ces exchanges? C'est parce qu'en fait, vous pouvez les placer à intérêt. Donc c'est ce qu'on appelle le stacking. Stacking, c'est énorme, hein. Vous pouvez gagner 8%. 8, 10, 15, des fois ouais, on monte jusqu'à 40. Alors ça a des risques, etc., bien évidemment, mais c'est quand même bénéfique par rapport à une clé Ledger où aujourd'hui on ne peut pas les mettre. Donc ça, il faut prendre en compte aussi le côté, certes je prends un risque, mais d'un côté il est tellement rémunérateur que je ne peux pas le négliger. Alors sur Coinbase, d'ailleurs l'USDT, donc en gros vous pouvez pas placer du dollar à intérêt, donc l'USDT c'est en fait la crypto mais en dollars. Et en fait, ici, l'État américain a dit non, non, vous n'avez pas le droit de proposer du 8% sur le dollar américain, alors que nous, on veut pas ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est la même chose au USDT, donc c'est l'USD Tether, ou le dollar de base, c'est la même chose. Mais je vais revenir sur ces concepts, parce que je pense qu'on a perdu quelques personnes. Qu'est-ce que la blockchain? Donc en fait, la blockchain, c'est ce qui est à la base de la création des cryptos, à la base de la création des NFT, et le métaverse, c'est l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, en fait, quel est l'avantage? C'est que c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Elle a un très haut standard de transparence et de sécurité, et ça permet de partager de la donnée sans intermédiaire. Et là, je rebondis du coup à ce que disait le monsieur par rapport à Coinbase. C'est clair que de base, la technologie, il n'y a pas d'intermédiaire, mais en fait, le problème, c'est que pour qu'on puisse démocratiser ces technologies, en fait, on est obligé qu'il y ait des gens qui simplifient ça. Ok, créer une clé Ledger, monter, aller sur le Web3, aller sur des exchanges décentralisés. Je connais des gens très compétents qui l'ont fait. Ils ont fait pirater. Parce qu'on aura toujours plus malin que nous. Mais le risque zéro, moi ce que je vous dis juste, je vous invite à la réflexion, à dire le risque zéro n'existe pas. Il faut trouver le juste milieu entre il n'y a pas de risque et combien je peux gagner en échange. Mais donc la technologie de la blockchain, c'est vraiment ce concept assez barbare, où au final on peut échanger de l'information et savoir exactement qui on est. Si moi je vous envoie, par exemple à madame, je lui envoie 100 € via la blockchain, alors certes peut-être j'ai pas le nom pile son nom, mais en fait j'ai son adresse numérique. Donc je peux savoir exactement qu'est-ce qu'ensuite elle a été faire avec cet argent. Maintenant, bien évidemment, le jeu de l'État français, d'ailleurs, qui sont très forts dans la régulation. Enfin, les Chinois copient, les Américains inventent et l'Europe régule. Ça, c'est notre spécialité. Et d'ailleurs, du coup, le but, c'est de mettre en fait des KYC en place. Donc, c'est en fait des formulaires pour identifier chaque écriture numérique. Et donc, c'est pour ça que Coinbase, ce qui est sympa, c'est que ça devient de plus en plus dur de faire du blanchiment d'argent, par exemple, avec Coinbase. Parce que chaque fois que vous en changez des cryptos, en fait, c'est eux qui ont les clés. Donc, pour être propriétaire, si jamais d'une crypto, il faut 2 clés. Il faut ce qu'on appelle la clé publique et la clé privée. Exactement. Il faut avoir les deux pour être 100% propriétaire. Et en fait, quand vous passez via des exchanges crypto de type Coinbase, vous n'avez qu'une clé. C'est la clé publique. Mais en fait, la clé privée, c'est eux qui la maintiennent. Donc, en fait, c'est exactement ce que je vous expliquais dans l'autre conférence. C'est qu'en fait, certes, c'est entre guillemets vos cryptos, mais en fait, légalement, ce n'est pas vos cryptos. C'est-à-dire que vous n'avez pas le pouvoir en cas de faillite, vous ne pouvez pas récupérer vos cryptos vu que vous n'avez pas l'accès. C'est Coinbase, Binance, KuCoin qui ont les accès. Et le seul moyen d'avoir un accès complet à ce système, c'est de justement mettre sur des clés Ledger et d'avoir la clé privée et publique. Je ne rentre pas dans les détails, la seule chose que vous devez comprendre, c'est que si vous avez les deux, vous maîtrisez tout. Si vous n'en avez qu'une, vous ne maîtrisez pas tout.
Alors par exemple, j'ai entendu énormément de personnes qui ont des gestionnaires de fortune ou en Suisse qui ont énormément d'argent et ils sont anti-crypto, ils pensent que c'est un monde qui... Voilà, ils ont un certain âge et ils ne sont pas forcément fans. Et moi je leur dis une chose, oui, mais toute votre fortune, c'est que la banque. Donc s'il n'y a pas banque, il n'y a plus ta fortune, il n'y a plus votre fortune. Et aujourd'hui, la blockchain, c'est le seul moyen d'annihiler le risque de faillite d'une banque. Parce que du coup, vous pouvez dire, ah ouais, vous voulez partir avec mon argent? Bah, pas de souci, vous pouvez y aller, moi j'ai le double encore dans mes mains. Vous voulez me l'enlever? Bah, vous pouvez pas. Alors c'est clair que ça semble incroyable de dire ça, de parler ça en Europe. Mais pas plus tard qu'hier, sur Bloomberg, ça sort que Crédit Suisse, on parle de la faillite de nouveau. Donc, et c'est déjà arrivé. Et ça se passe actuellement dans le monde. S'il y a bien un endroit où ça devrait ne jamais arriver, c'est bien en Suisse. Bah, même moi, j'en suis pas convaincu. On voit bien que Crédit Suisse est suisse. Ça fait quand même faillite. Hein. Quoi, on n'est pas si parfait que ça. Et donc, en fait, voilà la technologie de la blockchain. Alors, qu'est-ce que sont concrètement les NFT, les cryptos, la métaverse? En fait, ce sont toutes des technologies de mise en pratique. Alors, je m'explique. Les NFT, en fait, c'est ce qu'on appelle un non-fungible token. Donc, en fait, c'est le moyen de mettre de la rareté numérique sur un bien. Typiquement, je vous prends un exemple. Louis Vuitton, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de développer des NFT pour en fait mettre des contrats numériques sur la valeur de leur sac. Donc, comment est-ce que ça s'articulerait dans le futur? Vous allez chez LV, vous achetez votre sac, et puis vous avez, vous savez, pour ceux qui ont peut-être les moyens, vous avez les QR codes dessus qui permettent d'authentifier que c'est bien un vrai sac, que c'est pas un faux, etc. Mais bien évidemment, en Chine, ils sont super forts. Ils ont fait des faux QR, ils ont tout fait tout faux, puis au final, ça devient presque les mêmes sacs. Donc c'est très difficile en fait de s'assurer de l'authenticité et donc de la valeur d'un bien. Mais à la technologie de la blockchain, vous avez vu qu'en fait le point central de ça, c'est la transparence. C'est la transparence et la qualité de l'information, et qui est quasiment infalsifiable. Je mets pas les détails techniques. J'imagine que dans le futur, on essaiera toujours de frauder, donc on trouvera tous les moyens d'hacker une blockchain. Mais pour exemple, c'est là où Bitcoin est très fort. Bitcoin, c'est la blockchain la plus sécurisée au monde. À tel point qu'ils estiment que s'ils prenaient tous les supercalculateurs au monde des GAFAM et de la NSA, et qu'ils mettaient toute la puissance de calcul pour essayer de pirater Bitcoin, ça ne fonctionnerait pas. Donc ça veut dire que même si l'État américain voulait, ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça que le Bitcoin est une menace en fait, au système financier traditionnel aussi. Moi, je suis plus de l'avis qu'en fait, ça se complète. Parce qu'aujourd'hui, c'est les banques qui dirigent le monde encore. Et pendant longtemps, ça sera encore le cas. Mais on a tous intérêt, autant les banques, l'État que nous, à avoir ce système-là. Alors les NFT, comment est-ce que ça s'articulerait? En fait, c'est tout simplement, on aurait un contrat NFT, donc un contrat numérique, sur notre sac. Donc ça nous permettrait, par exemple, si on veut échanger sur le marché secondaire notre sac Louis Vuitton, tout simplement, ce qu'on ferait, c'est qu'on le prendrait, il y aurait un contrat NFT, et donc on pourrait l'échanger, et puis peu importe où on l'échange, sur le Darknet, sur Amazon, sur AliExpress, ou peu importe, en fait, il n'y aura qu'un seul numéro, et tout le monde peut le vérifier, et un dernier truc, c'est que tout ça, ces informations, c'est public. Donc vous pouvez les retrouver, tout le monde peut retrouver. D'ailleurs, Christine Lagarde a acheté des cryptos, on peut peut-être retrouver combien elle a acheté. Donc Christine Lagarde, c'est la directrice de la Banque Centrale Européenne, et ancienne directrice du Fonds monétaire international, FMI. Et du coup, au final, vous avez ces NFT qui mettent un contrat sur cette rareté numérique. Et par exemple, un grand problème que vous pouvez avoir, c'est sur le marché secondaire, quand vous essayez de revendre un bien. Par exemple, quand vous achetez sur Amazon, vous avez des conditions légales, par exemple. Mais quand vous achetez sur le marché secondaire, il n'y a plus ces conditions légales. Les conditions légales, c'est vraiment ce qui fait en sorte que vous soyez autant consommateur protégé. Le problème, c'est que sur le marché secondaire, vous n'êtes plus protégé. Et avec les NFT, en fait, justement, vous auriez la possibilité d'être sûr du bien que vous allez acheter et qu'il soit infalsifiable. Alors après, on a un truc complètement dingue. Tout le monde me dit que ça n'arrivera pas. Mais je pense que Facebook a compris quelque chose que nous, on n'a pas compris, personnellement. Ils ont des équipes rien que pour ça. C'est la métaverse. Ça semble fou, mais ça va venir. Et en fait, quand je vous mets... Alors, le métaverse, c'est en fait un monde virtuel au-delà du réel. Et en fait, quand vous prenez ces trois trucs,
vous vous rendez compte que ici, vous avez un monde, la planète Terre, ici, vous avez l'euro, et ici, vous avez des contrats. Argent, contrat, monde. Donc en fait, vous avez tout ce qui est suffisant pour créer une industrie, un environnement économique à part. Alors moi, personnellement, je suis de l'avis qu'il ne sera pas complètement à part, mais je pense qu'ils sont complémentaires. Un cas d'application que je peux vous donner, parce que c'est comme ça que j'arrive le mieux à expliquer les choses, pour la métavers, ça peut sembler un peu barbare, mais globalement, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, les banques, c'est surtout ce dans quoi il ne faut pas investir. Pourquoi? Elles sont sous pression. On a les néobanques qui arrivent, on a les exchanges crypto, donc en fait, échanger de l'argent, ça n'a jamais été aussi peu cher dans l'histoire de l'humanité. Et donc, le but de ces banques, c'est d'augmenter leur marge, d'essayer de faire en sorte de gagner plus d'argent, toujours plus. Et donc, mais le système bancaire a un problème, c'est qu'on aime la relation humaine. On a besoin de l'humain. On fait confiance à son conseiller financier, à son gestionnaire de fortune, pour ceux qui ont la chance, suffisamment d'argent pour en avoir un. Il faut la relation humaine. Sans la relation humaine, à un certain stade, on ne peut pas tout faire. Et ça, les banques le savent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer? Les néobanques sont là pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont des services clients 100% numériques, mais ils n'ont plus le côté humain. Ils le perdent. Et du coup, en fait, avec la métaverse, ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous pourriez rencontrer votre conseiller bancaire directement dans la métaverse. Comme ça, vous restez chez vous, vous avez tous les avantages du numérique, c'est facile, c'est moins cher pour la banque, du coup ça coûte moins cher, tout coûte moins cher, on n'a plus de bureau, on n'a plus besoin de tout ça, tout le monde peut travailler depuis chez soi. Mais par contre, vous avez la relation client. Et ça, c'est juste un micro-cas. Et de nouveau, je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi dans ce domaine. Et c'est un domaine où aujourd'hui, ce que je dis, demain, ça sera quelque chose qui sera complètement obsolète. Donc, c'est un monde qui est en train de se développer à une vitesse grand V. Là, on a une nouvelle industrie qui est en train de se créer. Moi, à l'époque, vous savez, quand j'ai démarré dans les cryptos, on me disait que c'était n'importe quoi. Ça finançait les activités terroristes, soi-disant. Ce n'est pas une monnaie. Bah maintenant, c'est une monnaie. C'est complètement... Et donc, je vais vous montrer par la plus belle. Regardez. Le dernier scandale financier, Panama Papers. C'était 3 milliards, ça a été estimé à 3 000 milliards d'euros blanchis. Enfin, optimisation fiscale, on appelle ça. C'est pas la même chose. Mais blanchiment, d'accord? Bah, le problème, c'était 10 000 milliards, pardon. Et le problème, c'est que la capitalisation totale du marché crypto, elle est que de 3 000 milliards. Donc en fait, même si toutes les cryptos étaient destinées à faire du blanchiment d'argent, en fait, elles n'auraient pas la liquidité, il n'y aurait pas assez de valeur en circulation pour blanchir tout cet argent. Donc vous vous rendrez bien compte que ce que nous dit Madame Lagarde, avec tout le respect que je lui porte, que financement d'activités terroristes et crypto, bah, c'est juste pour faire en sorte que vous achetiez pas. Parce qu'eux, ils achètent. Hein. Elle l'achète. Elle est dessus. Hein. Banque Centrale Européenne, BNS, Fonds monétaire international, BRI, Banque des règlements internationaux, ils sont tous sur le coup. Vous êtes déjà en retard. Et vous croyez que vous avez de l'avance parce que vous êtes ici. Et donc au final, c'est un monde qui est en train de se créer où on a tellement d'applications à un autre domaine, c'est l'aérien. L'aérien, ils ont un gros problème, c'est qu'ils aimeraient pouvoir avoir leur propre monnaie. Leur propre monnaie, parce qu'en fait, c'est un secteur ultra spécifique dans lequel, en fait, ils ont des processus hyper complexes et d'avoir de la monnaie au milieu de tout ça, c'est très difficile. Et du coup, bah, y a un nouveau projet qui s'appelle AVA, pour ceux qui voudraient aller regarder sur CoinMarketCap, qui a pour but, en fait, de lier le secteur aérien et la blockchain. Alors, au final, qu'est-ce que c'est l'analyse on-chain et puis comment? Parce que ce que vous voulez tous savoir ici, c'est quelle crypto il faut acheter. C'est ça, vous la cherchez tous, celle-ci. Le nouveau Solana, le nouveau Bitcoin, qu'est-ce qui va changer nos vies? Bah déjà, ce qui est sûr, c'est que comme je vous ai dit dès le départ, il faut penser comme personne. Aujourd'hui, si vous investissez dans les cryptos, que vous ne paniquez pas, quand vous perdez 85% et que vous gardez votre investissement sur le long terme, vous investissez comme personne. Parce que personne n'est assez fou pour racheter quand il vient de perdre 85%. Bah en fait, le problème, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai connu le Bitcoin à 5000. Je l'ai acheté à 5, je l'ai revendu à 6. Je m'en mordrai les doigts toute ma vie. Et puis au final, je me suis dit, mais en fait, je comprends pas. Je comprends pas ce que c'est tout ce monde-là. En fait, j'ai investi dans les cryptos, mais en fait, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais.
J'investis dans la blockchain, les cryptos, Solana, l'Ethereum, en fait, je ne sais même pas ce que c'est. Puis en fait, c'est ça que l'analyse on-chain, c'est ça en fait. C'est le but, c'est d'exploiter les informations de la blockchain publique pour essayer de déterminer, de faire une analyse. Alors quel est l'avantage? C'est que ça permet d'avoir une estimation éclairée de l'activité future du marché. On a des graphiques de prix des transactions, les flux d'échange et par exemple le nombre de pièces qui est détruite. Donc principe simple, c'est l'offre et la demande. Plus vous avez de demande pour quelque chose, plus la valeur du bien augmente. Et vice-versa. Et donc, en fait, le but de ça, c'est de contrôler tout ça. Et vu que toutes ces informations sont publiques et disponibles à vous tous, pour autant que vous soyez capable de les analyser. Ça, c'est une autre histoire. Mais toutes ces informations-là, elles sont transparentes. Et on a un avantage ici sur la finance traditionnelle. C'est que la finance traditionnelle, vous n'avez pas accès. Même moi, des fois, il y a des trucs que je n'ai pas accès. C'est Bloomberg. Ça coûte 30 000 balles à l'année minimum. Il faut le prendre en compte dans les coûts. Il faut peser. Pour 30 000, rien que pour l'info. Ça ne veut pas dire que vous allez bien la traiter. Bah ici, vous avez tout gratuit. Vous avez tout à disposition. Vous avez le même avantage. Vous n'avez pas d'avantage. Enfin, les banques n'ont pas d'avantage comparatif sur vous. C'est-à-dire que tout le monde, on a toute la même information. À l'époque, aujourd'hui, on a XTB. On peut acheter, vendre des actions en un clic depuis son téléphone. Il faut revenir en arrière. Il y a 20 ans, c'était inimaginable. Aujourd'hui, vous avez un avantage énorme par rapport aux gens d'une autre époque. Vous avez des réels outils à votre disposition. Et pareil pour la crypto. Maintenant, par contre, attention, ouvrir un compte Binance avec les nouveaux formulaires, je vous avoue que ce n'est pas nécessairement super simple. Alors c'est clair que si vous n'êtes pas super à l'aise avec la technologie, vous n'êtes pas né avec un smartphone, c'est clair que ce n'est pas forcément évident à comprendre. Mais l'analyse on-chain, elle vous permet vraiment en fait, de faire ce qu'on appelle, c'est comme de l'analyse technique en fait, sur les graphiques. En fait, l'analyse on-chain, c'est ce qu'on appelle en fait, l'analyse fondamentale d'une société. Donc quand vous allez vous voulez acheter une part d'entreprise, un certificat action, alors vous pouvez faire de l'analyse technique, vous pouvez faire de l'analyse financière sur l'état des comptes, le taux d'endettement, les BPA de l'entreprise, etc. En fait, l'analyse on-chain, c'est exactement pareil, mais pour les cryptos. Maintenant, est-ce que ça va vous donner toutes les clés du miracle absolu? Non. Mais moi, c'est comme ça que j'ai trouvé le Solana. Parce que je me suis dit, mais en fait, Ethereum, tout le monde en parle. Alors, on ne sait pas tout ce que c'est, mais il y a un truc qui est sûr. C'est que Dieu, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Ça veut dire que quand on veut faire une transaction, je ne sais pas si vous avez essayé de déjà transférer des bitcoins à votre ami, c'est 25 $ de frais de transaction. Aujourd'hui, vous avez une autre technologie qui s'appelle la blockchain TRC20 de la crypto TRX, donc chinoise de base, qui sont en train de qui ont un coût d'avance énorme sur l'Europe. On est complètement en retard. Nous, on est en train de réguler alors qu'eux, ils sont en train d'inventer. Pardon? Oui, exactement. Ils ont, oui, Tron. Et du coup, quand vous utilisez par exemple le système, la blockchain Tron, justement, vous pouvez changer la même valeur, mais à 1 $. 25 $, personnellement, s'il faut qu'on ait une adoption massive des cryptos, il y a 3 points centraux. Sécurité, prix et ce qu'on appelle la scalabilité. Donc c'est en fait le fait que si moi je vous envoie un bitcoin, le problème c'est que si le réseau il est surchargé, pendant 2 heures, moi j'ai perdu mon bitcoin et vous aussi. Un jour d'ailleurs je me suis posé la question si j'allais les recevoir. Je les ai reçus 4 heures après parce qu'en fait le réseau blockchain était surchargé. Et du coup, Ethereum, maintenant, on est en train de migrer vers, tout le monde en a parlé, BFM les premiers, le merge, le fameux nom qu'on ne comprend pas trop. Et en fait, le but, c'est de rallier en fait, ce qu'on appelle ce fameux trinôme de la blockchain. Sécurité, scalabilité et prix. Alors, quel est le problème? C'est que pour avoir de la sécurité, exemple de sécurité Bitcoin, il faut que le réseau soit extrêmement complexe. Plus c'est compliqué, plus l'équation mathématique, donc derrière la blockchain, on a des équations mathématiques, et il nous faut des ordinateurs pour valider chacune des transactions. Ce qu'on appelle des blocs de transactions. Donc en fait, je vous donne un exemple. Moi, j'échange une crypto, un bitcoin avec monsieur, et puis en fait, on va demander à toute la salle, mais cette salle, elle n'est pas ici, vous ne pouvez pas vous parler, il y en a un, il est au Pakistan, l'autre, il est en Inde, l'autre, il est aux États-Unis. Puis on va demander, et regardez, est-ce que vous pouvez vraiment tous me certifier que moi, j'ai bien donné le bitcoin à monsieur? C'est ce qu'on appelle la validation de la transaction. Et ça, ce processus-là, en fait, il a un coût.
Et plus la sécurité elle est élevée, plus le coût est élevé. Et du coup, quel est le problème de ça? C'est qu'en fait, on n'a pas de scalabilité des transactions. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'est pas capable, à l'heure actuelle, nous n'avons pas la technologie pour avoir beaucoup de sécurité, un prix correct et une rapidité des transactions suffisante. Et donc, c'est pour ça qu'Ethereum, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec le merge? C'est l'Ethereum 2.0. Alors, moi, je suis un peu anti-Ethereum, hein, pour vous dire la vérité. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 2-3 ans qu'ils nous parlent du l'Ethereum 2.0, comme quoi ça révolutionnera complètement la façon que les frais de gaz vont tomber, etc. Au final, en fait, ça fait très longtemps qu'ils nous en parlent, mais pour le moment, ça fait longtemps. Moi, ça fait 2 ans que j'attends. Et là, normalement, on aurait déjà dû être à Ethereum 2.0, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le merge. Le fameux de merge, c'est seulement la première étape parmi, je crois, je me souviens plus par cœur, mais je crois que c'est 5 ou 6 étapes. Donc autant vous dire que l'Ethereum 2.0, alors c'est super parce que dessus sur Ethereum maintenant, on a des développeurs qui sont en train de coder en fait des applications pour la mettre en pratique dans la vie de tous les jours, mettre la technologie par exemple dans les assurances. Imaginez-vous votre voiture bourrée de capteurs. Dès que quelqu'un touche votre voiture ou qu'elle est accidentée, vous aurez un contrat NFT qui sera envoyé à l'assurance via la technologie de la blockchain, et elle vous indemnisera automatiquement. Alors, qu'est-ce qui est bien? C'est que du coup, vous avez les frais d'assurance qui tombent. Les primes seraient moins chères, vu qu'il y a moins d'administratifs. Aujourd'hui, c'est l'horreur. Enfin, les assurances, c'est une horreur. Vous avez un problème, vous avez l'impression qu'ils ne sont jamais là pour vous aider. En fait, vous payez des primes, mais en fait, vous ne voyez jamais le retour. En fait, ça, c'est une application des NFT, en fait. Ça, c'est un point. Et du coup, voilà, l'analyse on-chain, c'est vraiment super important. C'est pas forcément facile, pas forcément compréhensible pour tout le monde, mais c'est un point, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet, parce qu'à partir de ça, vous pouvez vraiment trouver des superbes informations. Oui? C'est toutes les interactions qui vont avoir lieu dans la blockchain. Toutes. C'est pour ça que ça s'appelle l'analyse on-chain, parce que c'est sur la blockchain. Donc ça, en fait, c'est ce que je voulais vous dire, vous expliquer. C'est qu'en fait, la crypto, les NFT ou la métaverse, bon, la métaverse c'est légèrement différent, mais la crypto et les NFT, c'est qu'une mise en application de la blockchain. Oui, vous pouvez aller sur, ça s'appelle Etherscan, par exemple pour Ethereum. Vous allez sur Etherscan, et vous pouvez voir toutes les transactions qui se passent sur Ethereum, c'est public. Après, bonne chance pour comprendre, mais ça c'est un autre problème. Oui? Oui, alors on a aussi la décentralisation, mais la décentralisation, pour moi, c'est pas intéressant. C'est le principe, mais on voit bien que ça ne sera jamais décentralisé. Mais bien évidemment, c'est ce que nous prônons autant que pro-crypto, mais moi, vous le verrez, je ne suis pas pro-crypto. Je suis réaliste. Et aujourd'hui, être réaliste, c'est... Vous croyez vraiment que les États-Unis vont accepter que vous preniez le contrôle de leur monnaie? Moi, je peux vous assurer un truc. C'est que si un jour ça arrive, vous allez recevoir une pichenette nucléaire sur la tête bien avant. Là, on parle de la Troisième Guerre mondiale. Aucun pays ne donnera sa souveraineté monétaire à un système informatique. Oui, mais parce que pourquoi? Parce que le Salvador, donc monsieur posait la question si le Salvador est dans cette situation. Oui, mais le Salvador, en fait, n'ont pas leur propre monnaie. Ils sont dépendants des Américains. En fait, leur deuxième monnaie, c'est le dollar. Puis en fait, le dollar, qu'est-ce qui vous dit que demain, on l'a vu d'ailleurs avec Poutine en ce moment, Poutine, en fait, on lui donnait des dollars, et puis d'un coup, on lui a dit, en fait, on te bloque tous tes comptes bancaires en dollars. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, OK, vous voulez faire les malins? Maintenant, vous payez en roubles. C'est-à-dire que toutes les sanctions européennes qu'on est en train de lui mettre, en fait, vu que nous, on paye de toute façon notre gaz en roubles, en fait, le prix de l'addition, il monte. Donc en fait, le plus grand, je me permets, mais le plus grand gagnant de l'histoire, c'est Poutine, quoi. Poutine, il est gagnant. Les Américains, ils sont gagnants parce qu'en fait, on va racheter alors je dévie un peu, mais on va racheter leur gaz de schiste. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le gaz naturel de Poutine. Alors peut-être il n'est pas écolo, peut-être il va contre les droits humains, etc. On s'en passe.
Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est plus propre que le gaz de schiste, il est de bonne qualité et il n'est pas cher. Et là, on est en train de faire quoi? On est en train d'aller acheter du gaz de schiste aux Américains, il est de mauvaise qualité et il est cher. Alors ça, c'est la plus grande aberration écologiste que vous pouvez trouver. C'est d'aller acheter du gaz qui pollue encore plus que celui qu'on a. Alors, est-ce que, là je rentre dans le débat, mais est-ce qu'on devrait laisser rien dire? Je ne sais pas. Ce sera à nous, politiciens, de nous trouver la solution. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue écologique et puis de dépendance monétaire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Russie, l'adoption des cryptos a explosé. Et pareil au Salvador. Alors certes que le Salvador, là, ils sont en train de dire que c'est la fin de l'économie du Salvador parce qu'il y a une année, ils ont mis le Bitcoin. Ce qui est sûr, c'est que les gars qui ont inventé le dollar, pour le moment, ça perd 98%. Du coup, le Bitcoin, il est pas mieux. Il faut leur laisser un peu de temps. Les pauvres, ils ont pris une adoption. En fait, pourquoi ils ont pris un tel risque? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont sous la coupole américaine. Mais si demain, on peut avoir, par exemple, le franc suisse, d'ailleurs, c'est pour ça que la Suisse est un exemple de souveraineté monétaire, parce qu'on est le seul pays, plus ou moins par là autour, à avoir dit, mais nous, on ne veut pas de l'euro, en fait. On veut rester indépendant. Parce que la monnaie, c'est la souveraineté de l'État. Alors, bien évidemment, vous avez raison, la décentralisation, c'est important. Moi, j'y crois pas. Et je peux même vous partir dans les théories de la décentralisation, c'est que le Bitcoin n'est pas si décentralisé que ça, au final. Parce qu'en fait, donc la décentralisation, c'est quoi? C'est le principe de dire qu'on n'a pas besoin d'organes intermédiaires, qu'on ne peut pas manipuler le marché. Parce que si on est tous à décider, puis qu'on est répartis dans le monde entier avec différents ordinateurs, c'est très difficile à falsifier. Sauf que le problème de ça, c'est que c'est la souveraineté monétaire. Et dans le cas du Bitcoin, il faut une énorme puissance de calcul. Il faut maintenant même des fermes entières pour que ça soit rentable de sécuriser une partie du réseau. Et donc, au final, en fait, c'est pas si décentralisé. Parce que ça veut dire quoi? Si vous envoyez un missile sur la plateforme sur la ferme qui sécurise la blockchain, et puis votre blockchain, elle tombe. C'est ça. Et le Bitcoin, c'est ça. Donc, en fait, le Bitcoin, si on compare par rapport à d'autres cryptos, il n'est pas du tout décentralisé. C'est même le pire de la décentralisation parce qu'il est dû à sa sécurité. Et ça, c'est le plus grand dilemme. Je vous prends exemple, vos cartes bancaires. Votre carte bancaire, moi, j'étais choqué d'apprendre comment c'est peu sécurisé. En fait, la seule raison de pourquoi en fait, on fait tous confiance à une banque, c'est parce que si on se fait pirater ou si on se fait voler nos données de carte, on nous rembourse. Enfin, je ne sais pas en France, mais en tout cas, UBS, ils ont un bon service, du coup. Ils nous remboursent. mais c'est la seule raison, parce qu'en fait, les cartes, il y a des black cards, c'est du grand n'importe quoi. Donc en fait, la blockchain, c'est là où SEO, elle révolutionne, elle peut révolutionner l'industrie bancaire. L'industrie bancaire qui aujourd'hui est à mal, mais avec ça, elle va prendre un pas d'avance. Alors c'est clair qu'on ne le voit pas encore, mais je vous prends un exemple, UBS. Donc UBS, c'est la SG du monde, c'est la plus grosse banque de gestion de fortune au monde, qui est basée en Suisse. Et typiquement, eux, ils ont un département blockchain entier à Zurich. Donc c'est plus de 40 personnes, 24-24, qui travaillent aujourd'hui à perte, clairement, pour essayer de trouver comment est-ce que UBS peut gagner plus d'argent avec ça. Alors moi, je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne me crois pas plus malin qu'UBS. Donc voilà. Oui? Parce que le cloud, c'est qui le tient? Oui, mais le cloud, c'est l'Internet. Oui? Oui, bien sûr. Mais regardez, la data, comment elle passe d'un continent à l'autre? C'est par les câbles souterrains. Mais de nouveau, là, on parle dans des théories qui sont de l'ordre de la fin du monde. Aujourd'hui, par exemple, je vous prends un exemple. Vous voulez transmettre de l'information numérique via Internet, via au cloud, par exemple, ça passe sous la mer. C'est les câbles, c'est tout filaire. En fait, le Wi-Fi, ça n'existe pas. Enfin, en fait, la connexion sans fil, ça n'existe pas. C'est comme les antennes 4G ou 5G. En fait, c'est un câble qui arrive à un point précis, il monte dans une antenne, et en fait, dans une zone physique déterminée, il y a une connexion 4G. Mais dès qu'on sort de ça, il n'y a plus de connexion. Et d'ailleurs, par exemple, c'est pour ça que c'est ce que veut révolutionner Elon Musk, c'est avec Starlink, justement. Parce que Starlink, du coup, on aurait une couverture réseau de bonne qualité et partout sur la planète. Et aujourd'hui, on parle de blockchain, on parle de trucs super complexes, super techno et tout, mais il ne faut pas vous oublier, et d'ailleurs ça c'est le sujet d'une des blockchains dans laquelle j'ai investi, c'est l'accessibilité à la bancarisation. Le monde n'est pas bancarisé.
en France ou même en Suisse, on a énormément de chance. Vous allez dans des pays du tiers-monde, mais les comptes bancaires, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas, ils n'ont pas accès, ils ne savent même pas comment faire. Il n'y a pas de banque. Puis de toute façon, les banques, quand elles sont là, elles s'écroulent. Salvador, Venezuela dernièrement, Liban, il faut faire des braquages comme je vous ai dit. Donc en fait, c'est ça en fait. Comment est-ce que l'analyse on-chain, est-ce qu'elle peut vous aider autant que trader? Elle peut vous donner une réponse globale du paysage de marché. Aucune influence sur la façon d'analyser les marchés, parce qu'au final, comme je vous l'avais expliqué dans ma première conférence, c'est le côté fondamental qui est important. Et de nouveau, le but, c'est de dire comment est-ce qu'on peut appliquer la blockchain. Alors, cas concret, par exemple, alors je ne donne pas les noms parce que ça m'a demandé beaucoup de temps pour les trouver, mais globalement, il y a 2 cryptos à l'heure actuelle qui sont super écologiques. Quand je vous dis super écologique, on parle de 1000 fois plus écologique que Bitcoin, qui sont super pas chers et qui sont pas si mal sécurisés. Pourtant, cette crypto dont je ne donnerai pas le nom est 5 centièmes sur CoinMarketCap, enfin, dans les zones. Cette crypto-là, elle pourrait révolutionner la façon et résoudre peut-être une partie du trineb de la blockchain. D'ailleurs, vous n'êtes jamais posé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'euro numérique. Ah, ça arrive, hein. C'est juste là, hein, c'est à la porte. Hein. Ils attendent plus que vous l'installez. Voilà, ça sera parfait pour masquer l'inflation. C'est beau, ça. Ils sont forts quand même, cette BCE, il faut dire. Et donc, au final, par exemple, dans les pays qui sont bancarisés, on aurait ce système de cette blockchain pas cher où on peut faire des transactions rapidement, de façon sécurisée, etc. Mais il y a aussi un autre projet blockchain qui, lui, vise à rebancariser en fait, les pays du tiers-monde. Et comment ils le font? C'est qu'aujourd'hui, pas tout le monde a un compte bancaire, mais quasiment tout le monde a un smartphone. Alors c'est vrai qu'en Suisse, on a tous des iPhones, en France, on a tous des Samsung, on a tous les moyens de se payer le dernier iPhone à 2200 €, je crois, c'est ça? Avec le 1 Tera de données, mais dans plein de pays, ils n'ont pas les moyens. Mais par contre, ils ont tous un smartphone Nokia, un bon Wiko, histoire d'avoir quand même quelque chose qui tient la route. Et ils ont du coup tous un smartphone. Et du coup, on peut tous les bancariser, vu qu'ils ont un smartphone. Donc ils peuvent tous utiliser la blockchain, ils peuvent tous utiliser la crypto. Et aujourd'hui, nous, en Europe, on voit la crypto comme une menace au système financier international, donc tous les politiques se mettent contre, etc. Mais dans ces pays-là, et donc on mentionne le Salvador notamment, c'est l'aubaine. C'est l'aubaine. Nous sommes plus esclaves des Américains. Et nous sommes plus esclaves, par exemple, en Asie, c'est la Chine. D'ailleurs, le yuan numérique existe déjà. Donc, la crypto, en fait, elle est déjà mise en pratique dans notre vie de consommation de tous les jours. En Chine, ils payent avec leur tête. Hein. Ils n'ont même plus de porte-monnaie. Vous mettez votre tête, vous avez des points. Si vous traversez, alors que c'est rouge, vous êtes un mauvais citoyen. Exactement, ça c'est le crédit social, mais en fait c'est lié directement à la blockchain. Parce qu'avec la blockchain, vous avez les moyens de rendre ça infalsifiable. Mais ça fait peur, hein, c'est clair que ça fait peur ce que je suis en train de vous raconter. Ça fait peur parce qu'on est en train de se dire, mais en fait, cette technologie-là, aux mains des mauvaises personnes ou d'un mauvais gouvernement, par exemple, de dictature, en fait, ils peuvent tout contrôler ce qu'on dit. Même moi, je pourrais peut-être pas dire, si on ne serait pas dans un pays démocratique, peut-être ce que je suis en train de vous dire là, j'aurais peut-être disparu depuis longtemps. C'est comme ça que ça se passe dans certains pays. Donc il faut vraiment se rendre compte de ce qu'on a là. Et d'ailleurs, je vous invite à vous intéresser quand même du côté de l'implication de la Suisse. Il y a notamment à Saint-Moritz la crypto-conférence, qui s'appelle, donc c'est la crypto-conférence de Saint-Moritz, où en fait tous les plus grands dirigeants de l'écosystème blockchain se réunissent une fois par année. Et on a eu le directeur de la Banque nationale suisse qui est venu saluer tout le monde. Et la Suisse est aujourd'hui le plus développé par rapport aux startups tech, crypto, blockchain, etc. On ne paye pas d'impôts. 0%. En France, c'est flat tax 30%. Donc toutes les entreprises viennent chez nous, et puis elles se développent, et en fait elles vont innover. Donc ça va ramener de l'emploi, etc. Il n'y a pas que du mauvais dans tout ça. Mais ce que je vous invite, c'est juste à avoir un regard critique par rapport à ça. Et aujourd'hui, si vous investissez dans la blockchain, soit vous croyez que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il va rester toujours le même, soit il va changer. Et si vous êtes pour le changement, et si vous pensez que le changement est inévitable, c'est ça le sujet. L'euro, il a perdu 30% face au franc suisse sur les quelques derniers mois.
Enfin, pour moi, j'ai même plus besoin de me justifier, je pense que c'est juste une évidence. Et du coup, au final, le Web3 va-t-il révolutionner l'industrie du luxe? Alors, je vous ai déjà, j'ai un petit peu spoilé avant, je vous ai donné plein d'exemples pratiques, et du coup, c'est une première pour moi que d'intervenir dans une conférence comme ça, donc j'espère que j'ai pu vous donner un maximum d'informations. Mais globalement, la révolution Internet, c'était une révolution de l'information. Le Web 3, donc le Web 3.0, sera une révolution de la valeur. Pourquoi? Parce que NFT. Parce que rareté numérique. Parce qu'aujourd'hui, je vous prends un exemple aussi, il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo, Call of Duty, GTA, on peut acheter des nouveaux vêtements. Ou par exemple, maintenant, dans le métaverse, on peut acheter les nouvelles Nike. Ça coûte le même prix qu'en vrai, hein, sauf qu'en fait, on ne peut pas les porter. Alors ça, vous me direz, c'est une autre histoire de savoir qu'est-ce qu'il y a de la valeur, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a des gens qui achètent. Donc du moment où vous avez des gens qui achètent, c'est intéressant. Et aujourd'hui, on peut quantifier cette valeur. On peut mettre un contrat dessus. Et ça, je vous dis, mais s'il y a des esprits entrepreneurs parmi vous, là-dedans, il n'y a personne qui connaît rien. Donc vous avez tout à faire. Vous pouvez raconter n'importe quoi, vous dites crypto, tout le monde vous croit. Ça, c'est un problème d'ailleurs. Mais voilà, révolution vraiment de la valeur. Les NFT, ensuite, ça peut mettre un lien avec la haute couture. Je vous ai expliqué l'exemple de LVMH, mais on pourrait très bien faire la même chose sur les champagnes. En France, il y a pas mal de fraudes sur plein de sujets différents. On fait des faux champagnes, on fait des faux sauternes, etc. Maintenant, on pourrait très bien mettre un NFT sur la bouteille, un QR code, mais contractualisé NFT. Maintenant, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer? En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse parce que ça n'existe pas. Ça, c'est juste des débuts d'éléments de réflexion. Et en fait, il y a tout à inventer dans ce domaine. Il y a tout à inventer. Je vous avoue, on peut pas être au courant de tout. Moi, je vous dis sincèrement, je ne connais pas tout. Je ne suis pas Dieu non plus. Mais sur la crypto et les NFT, la métaverse, il y a des entreprises chaque jour. Je me dis, mais comment c'est pas plus coté? Et c'est clair que quand vous voyez des entreprises comme ça, vous dites, mais en fait, pourquoi ça n'a pas plus de valeur? Si ça révolutionne le monde, la façon dont on va consommer, et puis que ça a vraiment un bon business model, il faudrait que ces gens aient plus d'argent. Mais ces projets-là, ce n'est pas forcément ceux dans lesquels vous devez investir, parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la hype. Donc il faut que derrière, il y ait une communauté d'investisseurs que tout le monde croit ça. C'est comme l'euro. Qu'est-ce qui fait que l'euro ou le franc suisse a de la valeur? C'est le fait qu'on y croit tous. Le principe, c'est le même principe qui s'applique à la blockchain. C'est pour ça que quand Elon Musk il vous dit « Achetez tous du Dogecoin », vous achetez tous. En fait, vous n'avez pas compris qu'en fait, lui, il en avait acheté avant vous, puis qu'il attend que vous, petit pigeon, vous achetiez, puis ensuite, lui, il revend. Lui, il gagne, puis vous perdez. Puis en fait, là, il est en train de faire pareil avec le Bitcoin, si jamais c'est ce qu'il a fait. Il a fait. J'ai arrêté de suivre parce que ça m'a pompé, pour être franc. Mais il dit le Bitcoin, c'est la catastrophe, ça vaut rien. Franchement, si j'étais moi, et forcément, il a de l'influence, tout le monde l'écoute. Voilà, pour quelle raison on l'écoute, je ne sais pas. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens vendent. Donc, panique. En plus de tous les événements fondamentaux, la faillite de Luna, des grosses... Mais normal, en fait, c'est un monde start-up. Donc, il y a un risque qu'une entreprise fasse faillite qui est énorme, bien plus grande que toutes. Mais par contre, peut-être que vous pouvez trouver le prochain Google. Et le prochain Google, si vous le trouvez, je vous laisse imaginer. Hein. Vous achetiez une action de Google au départ, ça vaut des millions aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc en fait, c'est ça le monde crypto, le monde NFT et blockchain, c'est cette vulgarisation-là en fait. C'est ce qu'on essaye de trouver, c'est ces solutions-là. Et du coup, pour les jeunes générations par exemple, l'intérêt pour le numérique et le travail de la marque de convertir cet intérêt en présence en magasin. Alors qu'est-ce que ça veut dire globalement? L'idée c'est de dire, on peut très bien faire de la pub dans la métaverse. Vous pouvez par exemple aller visiter votre magasin Nike, choisir vos habits, etc. Puis ensuite, vous allez les retirer en magasin. Mais par contre, vous avez une expérience avec. Aujourd'hui, moi personnellement, je ne suis pas une femme, il faut prendre le temps d'aller en magasin. En plus, il n'y a pas beaucoup de joie pour les hommes, etc. Ça serait bien qu'on puisse allier en fait, la présence physique en magasin, la relation client dont je vous ai parlé, et ce qui est bien en ligne. On peut payer en ligne, on ne bouge pas, c'est Amazon. Tout arrive sur Amazon, on peut tout acheter. D'ailleurs, je vous prends un exemple, si le marché n'était pas réglementé, Amazon détruirait tout. Parce qu'en fait, vous avez besoin de rien d'autre. Vous avez Amazon, vous avez tout. Vous avez à manger, vous avez à boire,
Vous avez absolument tout. Et donc c'est ça en fait qui est un bon point. Et donc au final, bah, voilà, on a différentes possibilités d'investir. En fait, tout simplement, on a bah, donc je reviens juste là, mais c'est les banques privées, les gestionnaires de fortune, investir par soi-même. On a un meilleur contrôle de ses investissements, on est dépendant de personne, et puis bah, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Parce qu'il faut arrêter de croire que votre conseiller bancaire, il est là pour vous aider. Et il est là pour vous vendre des produits financiers surtout. D'ailleurs, on est tous là pour ça. Mais voilà. Après, on essaie d'être le plus neutre possible et puis dans le meilleur intérêt des clients. Mais au final, bah, voilà un petit peu les solutions. Alors maintenant, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt gestion active ou est-ce que vous êtes plutôt gestion passive? Donc, je vous invite à prendre vos smartphones. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, gestion active, c'est vrai que j'en avais parlé avant, mais du coup, je résume. Gestion active, c'est que vous gérez vous-même votre épargne. Gestion passive, c'est que vous investissez dans un fonds et que vous attendez. Donc, typiquement, moi, je suis Alliance Trading. Je vous crée un fonds, je mets 10 cryptos dedans et vous achetez une part de fonds. Et du coup, moi, ma responsabilité, c'est d'aller acheter toutes les cryptos sous-jacentes. Bah, l'avantage, c'est que c'est plus simple. Si vous êtes là, généralement, c'est que vous avez choisi la gestion active. Et du coup, au final, bah, comment... Donc ça, c'était les valeurs, hein, si jamais. Je vais devoir accélérer un peu, malheureusement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à disposition. Mais 100 000 $ en banque en 2015. Aux États-Unis, vous auriez gardé ça en dollars. Ça serait équivalent à 70 000. 14 000 en Turquie. Liban, 4 000. Venezuela, c'est la catastrophe. Vous aurez bien compris le message. C'est que le Bitcoin, lui, bon, on a beau être contre, avoir son avis personnel, la réalité, c'est ça. Et donc, bah, les points forts d'XTB, c'est qu'ils proposent une offre crypto, justement, pour investir dans les cryptos. Ils offrent également d'autres produits, donc l'offre crypto qui est juste là. Et vous avez la possibilité d'acheter des actions, etc., qui n'est pas le sujet de cette conférence, mais avec le moins de frais possible. C'est vraiment aujourd'hui un bon broker en Europe.